Merci beaucoup. Alors, Allah yakhlikoum. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour de remercier le docteur Darro pour l'introduction. Alors, c'est très important de connaître la pathologie du pancréas parce que le pancréas est un organe qui est, comme l'a introduit mon ami docteur Darro, qui est un organe profond. On ne pense pas souvent à une symptomatologie d'origine pancréatique, surtout devant des douleurs épigastriques. Et on va voir des cas avec des pathologies plus ou moins graves, d'accord, et qui nécessitent l'exploration. Alors, premier patient, c'est un patient de 62 ans, d'accord, enseignant de profession qui n'a pas d'antécédents et qui vient vous consulter pour des... Ça passe pas, Anash? Alors, qui vient pour des douleurs épigastriques à type de pesanteur. D'accord? Dupliquer. Dupliquer. Non. Voilà, dupliquer. Voilà, excellent. Voilà. Qui a des douleurs épigastriques à type de pesanteur intermittente évoluant depuis 6 mois sans aucun signe associé. D'accord? L'examen clinique, il est normal, le patient est stable, il n'y a aucun problème. L'examen abdominal, il n'y a aucune anomalie. Et qu'est-ce que vous allez faire devant ce patient? Échographie, rien. Ah. D'accord. Non, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Évoluant depuis 6 mois. C'est chronique. Donc ça ressemble, on pourrait mettre ça dans le cadre d'une... On est dans un atelier de pancréatologie, on va penser initialement à l'estomac. Ça ressemble à une dyspepsie. D'accord? C'est une dyspepsie. Sauf qu'il y a un critère de gravité ou de signe rouge qui est l'âge. D'accord? Donc le bilan, initialement devant une dyspepsie chez quelqu'un qui a plus de 60 ans, fait quoi? Voilà, exactement. Alors s'il avait moins de 50 ans, sans aucun signe rouge, il n'y a pas de dysphagie, il n'y a pas d'anémie, il n'y a pas d'amaigrissement, il n'y a pas d'antécédents familiaux, on pourrait faire non, la stratégie test intelite. Ça veut dire on va chercher l'HP et on va traiter. D'accord? Maintenant, comme il a 60 ans, on est obligé de passer par la case. Alors, on fait la fibroscopie, c'est une pangastrite érythémateuse. Sur l'anapathe, c'est une gastrite phendique chronique non atrophique, non active, sans dysplasie, avec présence d'Helicobacter pylori. D'accord? Comme 70% des Marocains. Donc, souvent, on a ce problème d'interférence d'Helicobacter pylori avec toute la pathologie pancréatique. Donc, finalement, au départ, on pense à l'estomac, c'est une question de fréquence. D'accord? Et c'est une question de conduite à tenir. Le pancréas, c'est toujours en dehors quand vous avez des éléments qui sont typiquement pancréatique, quelqu'un qui devient ictérique, qui a de l'amaigrissement. À ce moment-là, dès qu'on fait la fibre, on ne trouve rien. Rapidement, on voit derrière, parce que le pancréas est juste derrière l'estomac. D'accord? Donc, on débute le traitement HP à base de quadrithérapie bismutée. Vous savez maintenant que le traitement première ligne, c'est la quadrithérapie bismutée et non la quadrithérapie classique, pour la simple raison qu'on a un taux de résistance élevé à la clarithromycine au Maroc. Très bien. Donc, on traite, on contrôle. Il n'a plus d'HP, mais il continue à avoir mal. D'accord? Et là, il y a un changement des douleurs qui devient beaucoup plus fréquente et plus intense. Oui, mon ami. S'il n'y a pas de perte de poids. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte de poids. Vous allez voir pourquoi. Hein. C'est pas un cancer. Hein. Au départ, ça ressemble à autre chose. Hein. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez demander? Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, tous les patients que je vois qui ont soit des cancers pancréatiques qui ne sont pas sur la tête, parce que quand vous avez une tumeur sur la tête, ça parle, parce qu'il y a la voie biliaire à côté, il y a un ictère. Mais quand c'est le corps ou la queue, ben finalement, vous allez attendre d'avoir soit l'altération majeure de l'état général, soit avoir des métastases pour faire le diagnostic. Donc le réflexe, c'est quand vous avez des douleurs épigastriques, chez quelqu'un qui a plus de 50 ans, a fortiori s'il a plus de 60 ans, avec ce qu'on appelle une suspicion, un index de suspicion clinique élevé. Ça veut dire, soit il a des antécédents familiaux, soit il a quelque chose, un facteur de risque très important pour le pancréas, qui est l'alcoolisme. D'accord? Donc ça, quand vous avez ça, il faut absolument penser, devant une douleur épigastrique, à une pathologie pancréatique. Bien évidemment,
On ne peut pas demander une imagerie chez tous les patients qui ont une dyspepsie, mais il faut stratifier. Et c'est toute la finesse de la chose. Soit vous avez des choses qui vous disent « attention, c'est un pancréas », soit que vous avez votre index de suspicion clinique est élevé parce qu'il a bu de l'alcool pendant des années ou il a des antécédents familiaux. Et souvent, on ne pose pas la question des antécédents familiaux pour le cancer du pancréas. Sachez maintenant qu'il y a un dépistage du cancer du pancréas chez les apparentés des personnes qui ont eu plus de 2 apparentés qui ont un cancer du pancréas. D'accord? Moi, j'ai eu récemment un cas familial, la sœur qui est décédée par un cancer du pancréas. La deuxième, je l'ai vue, elle était déjà avancée. Et la troisième, je lui ai dit, dès que vous avez mal, faites signe. Et on a trouvé une toute petite tumeur. D'accord? Donc, parce que c'était très probablement héréditaire. D'accord? Donc, vous demandez quoi comme imagerie? Voilà, on va faire une TDM. Alors, il y a une formation kystique au niveau du corps du pancréas qui est bien limitée, de contour régulier, non rehaussé après injection de produits de contraste, 20 mm environ, arrivant en contact de la veine splénique qui reste perméable, il n'y a pas d'irrégularité. Donc, a priori, c'est un kyste qui n'est pas inquiétant. D'accord? Alors, le message principe, quand vous avez une lésion kystique au niveau du pancréas, c'est toujours 2 examens complémentaires au départ pour authentifier quel est le type de ce kyste. D'accord? Quand on découvre un kyste, il y a plusieurs types de kystes. Il y a le kyste séreux, qui est une lésion qui est bénigne, qui ne nécessite pas de surveillance. D'accord? Il y a le kyste mucineux, qui est une lésion prénéoplasique, qui peut déjà avoir un nodule. Vous allez voir que c'est le cas, et il est déjà dégénéré. Et vous avez les TIPMP avec 2 sous-types, les TIPMP du canal principal et les TIPMP des canaux secondaires, qui sont aussi, surtout pour le canal principal, qui sont des lésions qui peuvent dégénérer. D'accord? Et dans 25%, au moment du diagnostic, c'est déjà dégénéré. D'accord? Donc, quand vous avez un kyste, il faut absolument demander 2 examens. Non. Lesquels? TDM, on l'a, TDM, parce qu'il ne faut pas compter sur l'écho pour voir un kyste de l'IRM et les marqueurs tumoraux. Alors, qui dit mieux? La BILIRM, non. La? Non. Non. L'échondoscopie. Qui c'est qui a déjà demandé une échondoscopie devant une lésion kystique du pancréas? Alors, lésion kystique, très bien, c'est bien. Les lésions kystiques, maintenant, ils sont très fréquents. C'est ce qu'on appelle des incidentalomes. On va faire une IRM pour une raison ou pour une autre, ou un scanner, on va trouver une lésion kystique. Il ne faut pas banaliser un kyste du pancréas. D'accord? Donc, c'est très important de demander et l'IRM et l'échondoscopie. Au départ, vous allez voir pourquoi. Alors, si vous ne trouvez rien, vous arrêtez. Vous n'avez pas besoin... Là, on demande l'IRM pour caractériser cette lésion kystique qu'on a trouvée. D'accord? Ça, ce n'est pas le même prix. D'accord? Vous n'allez pas trouver tout le temps des kystes du pancréas. D'accord? Donc, à plus de 70 ans, vous allez trouver 10% de kystes de pancréas. D'accord? Donc, on trouve un pancréas atrophique. Il y a une formation kystique corporeale à parois fines, rehaussée, après injection de produits de contraste, sans cloison, ni bourgeon. Alors, très important, quand vous avez un kyste au niveau du pancréas, il faut voir est-ce qu'il y a de l'épaississement sur la paroi, est-ce qu'il y a un nodule. D'accord? S'il y a un nodule, c'est qu'il est en train de dégénérer. Et est-ce qu'il y a une communication avec le canal pancréatique? D'accord? Et souvent, on n'a pas toutes les informations sur l'IRM, ni toutes les informations sur l'échondoscopie. C'est 2 examens qui sont complémentaires. D'accord? Et donc, cette formation semble communiquer avec le Wilson qui présente un calibre normal. Alors, l'hypasémie normale, CA19,9 normal, alpha-phéto normal. D'accord? Et regardez l'image à l'IRM. D'accord? Et là, il faudrait demander une échondoscopie. Et comme la majorité n'a jamais demandé une échondoscopie, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une échondoscopie. En fait, l'échondoscopie, c'est une technologie qui allie endoscopie et échographie. En fait, c'est une sonde d'échographie qui est montée sur le tube d'endoscopie et on va aller au plus près des organes pour faire cette échographie. Il n'y a pas d'interposition de gaz, il n'y a pas d'interposition d'organes et vous allez être à côté. Alors, vous avez 2 types d'échondoscopes. Vous avez le radial. Alors, le radial va vous faire des coupes comme le scanner et l'IRM, des coupes transversales de 360 degrés. Donc, vous allez avoir une image ronde.
Et vous avez le linéaire qui va être à 180 degrés. Il a une vision de 180 degrés, mais qui permet quelque chose de très important, de faire des biopsies, des cytoponctions. D'accord? Donc, vous pouvez biopsier une masse solide, comme vous pouvez ponctionner le liquide d'un kyste. Et on peut analyser le liquide. Et ça, c'est très important, parce que vous allez voir que s'il est mucineux, c'est une lésion prénéoplasique. D'accord? S'il est séreux, c'est un kyste il est bénin, il n'y a pas de surveillance à avoir. D'accord? Alors, regardez, ça, c'est l'écho-endoscope radial. D'accord? Ça, c'est l'écho-endoscope linéaire, c'est ce que j'utilise. D'accord? Et il a une vue de 180 degrés. Ça veut dire que si vous faites... Oui? Par voie orale. C'est comme la fibroscopie. Ah oui, oui, on arrive jusqu'au pancréas et on va biopsie. D'accord? Vous allez voir, hein, on va voir des cas. Donc, c'est un endoscope qui est doté, ce n'est pas le même endoscope que d'habitude, c'est une vision latérale. Alors, c'est très particulier, c'est un apprentissage qui est particulier, c'est un apprentissage qui est oscillant, mais vous arrivez à voir le pancréas et faire des ponctions. D'accord? Alors, il peut explorer la queue du pancréas, l'ensemble du pancréas. Il permet des gestes interventionnels, et notamment les biopsies. Ça, ce n'est pas vraiment l'interventionnel. Maintenant, on peut faire des kystogastrostomies. On peut ponctionner le kyste et le dériver, par exemple, pour les faux kystes du pancréas. On peut faire l'alcoolisation du plexus cœliaque pour le cancer du pancréas. Il y a des gestes vraiment, on commence à être un peu chirurgien, d'accord? Et on peut faire des gestes interventionnels. Oui, oui, c'est le gastro qui le fait. C'est le gastro qui le fait. Il n'y a pas tout. Ceux qui sont formés pour l'échoendoscopie. D'accord? Alors, regardez, l'échoendoscope linéaire, la difficulté, regardez, la caméra, elle est là, et vous avez la pointe, ça, c'est la sonde d'échographie. Et donc, alors, si vous pensez que vous êtes là, mais dans le tube digestif, vous êtes déjà là. Donc, il y a des risques. Donc, il faudrait vraiment manier avec beaucoup de délicatesse l'endoscope. Il est un peu plus gros, c'est le diamètre d'un coloscope. D'accord? Mais ça va, il n'y a pas de problème. Alors, on réalise l'échoendoscopie, regardez. Vous avez le kyste, et regardez ici. Ça, c'est un cas qui est véridique. Regardez. Il y a un bourgeon à l'intérieur du kyste. D'accord? Donc, il y a un bourgeon. On biopsie ça, et c'est un ADK. Non, non. Non, non, mais autrement, on n'aurait jamais demandé une échondo. En fait, les deux examens sont complémentaires. Parfois, on n'arrive pas à voir, et parfois, on nous dit qu'il n'y a pas de végétation, on trouve des végétations. Et surtout, est-ce qu'il y a une communication avec le canal pancréatique ou pas? D'accord? Parce que même l'échoendoscopie, on a besoin d'autres éléments sur le pancréas. Par exemple, la dilatation sur l'ensemble du canal. Donc, on fait toujours ceinture et bretelles au départ pour authentifier, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un vous avez un kyste séreux, on vous laisse partir, alors que c'est un kyste qui est mucineux. Et ce kyste mucineux, on a besoin de le surveiller, parfois on a besoin de l'opérer. Vous allez voir les critères. Donc c'est très important au départ quand vous avez une lésion kystique. Dans 80% quand vous avez un kyste. Madame, vous avez une question? Non, non. Alors quand vous avez une lésion kystique au niveau du pancréas, alors soit que le patient a des antécédents de pancréatite, et la première chose logique, c'est un faux kyste du pancréas. Sinon, s'il n'a pas d'antécédents, parce qu'une pancréatite, les gens se rappellent qu'ils ont fait une pancréatite, c'est autre chose. D'accord? Donc 80% devant une lésion pancréatique, c'est un faux kyste du pancréas. Parfois, c'est... Alors, la difficulté, on rentre un peu dans la difficulté, parfois les lésions du pancréas kystique peuvent déclencher des pancréatites, parce qu'ils poussent sur le canal pancréatique. D'accord? Donc, faire la poule ou faire l'œuf, c'est différent. Donc, c'est assez difficile. Donc, parfois, on est obligé de faire l'échoendoscopie pour voir est-ce qu'il n'y a pas des stigmates du kyste qui a déclenché une pancréatite. D'accord? Donc, c'est 5% des tumeurs pancréatiques, les lésions kystiques, et leur prévalence augmente avec l'âge. Donc, par exemple, à 80 ans, si vous faites des IRM à tout le monde, vous avez entre 20 et 30% qui ont des kystes du pancréas. D'accord? Alors, si je vous montre ces images-là, ça vous dit absolument rien. Vous allez à la fin comprendre que c'est très différent de la lésion Hedi. C'est sur une échondo, d'accord? Et cette image-là, qui est très différente, d'accord? Alors, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous ai dit qu'il y a le kyste séreux, le kyste mucineux. Ça, c'est pour faire très, 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 très basique. Et il y a les TIPMP, d'accord?
Alors, le cystadénome séreux, il est fréquent, femme plus de 60 ans, il se présente sous 4 formes morphologiques. Alors, celle-là est typique. Quand vous avez des microkystes, d'accord? Il y a de la lésion. Donc là, quand vous voyez ça, vous dites probablement c'est un séreux, d'accord? Mais les choses ne sont pas faites facilement. Il y a des formes macrokystiques qui ressemblent aux kystes mucineux. Et donc, c'est pour ça qu'on ponctionne, pour avoir le liquide et pour avoir une chimie et une orientation. D'accord? Vous avez le cystadénome séreux, en principe, il est asymptomatique, mais il peut être découvert à l'occasion de douleurs abdominales, de nausées. Parfois, il y a de la compression, donc les gens ne mangent pas bien, il y a de l'amaigrissement. Et exceptionnellement, ça peut donner de l'ictère. Et classiquement, c'est des microkystes multiples, en nid d'abeille. D'accord? Donc, si vous avez ça, regardez cette image-là, d'accord, sur l'IRM ou sur l'échoendoscopie, vous êtes quasiment sûr que c'est un cystadénome séreux. Vous laissez tranquille le patient, il n'y a pas de risque de dégénérescence. D'accord? Il y a le cystadénome mucineux, et là, ça devient sérieux, parce que c'est une lésion prénéoplasique. D'accord? Alors, c'est 90% chez la femme, âge moyen de diagnostic, c'est 50 ans. Ça peut être révélé par des douleurs abdominales, par des pancréatites aiguës, puisque c'est un kyste qui peut comprimer, d'accord? Ça peut être découvert à l'occasion d'une imagerie, d'accord? Et classiquement, c'est un macrokyste, un seul kyste, et qui est gros. Ce n'est pas des microkystes à parois épaisses, avec des calcifications périphériques parfois. Il n'y a pas de microkyste, d'accord? Donc, il n'y a pas de forme microkystique. Donc, quand vous trouvez des microkystes, c'est que c'est un kyste séreux. Alors, il y a des critères de malignité. On s'attarde à les voir, et sur l'IRM, parce que souvent, le cystadénome, il va évoluer vers un cystadénocarcinome. D'accord? Et en fait, on demande à avoir le diagnostic à cette étape-là. D'accord? Avant l'envahissement vasculaire, avant que les choses deviennent graves. Donc, c'est un nodule tissulaire mural. Donc, il y a un nodule à l'intérieur du kyste. Une taille, quand vous avez un kyste qui prend du volume, plus de 4 cm, c'est un signe de malignité. Et surtout, s'il comprime. S'il comprime ou envahit les vaisseaux. D'accord? Donc, vous avez quelqu'un qui a un kyste et qui a de l'ictère, c'est un cystadénome ou mucineux, ou déjà c'est un cystadénocarcinome. D'accord? Alors, il y a des avantages de l'échoendoscopie par rapport à l'IRM et on peut faire de la cytoponction. D'accord? Alors, regardez ici, ça c'est l'aiguille. D'accord? On voit ça en direct, on ponctionne, on prend du liquide. Alors, la caractéristique du liquide mucineux, c'est ce qu'on appelle le string test. String, il y a ficelle en anglais. Et donc, quand vous mettez flégon, donc c'est visqueux, d'accord? Et on dit déjà que c'est un liquide qui est visqueux. On fait les dosages ACE, CA19,9, amylase, lipase dans le liquide. Et dans d'autres pays, nous, on n'a pas ces analyses génétiques. On peut faire le KIRAS, le P53 pour dire est-ce que le kyste, il a déjà dégénéré. Et en dosant la CE, s'il a plus de 192, c'est très probablement un mucineux. S'il a plus de 400, on est sûr qu'il est mucineux. S'il est à moins de 5, on est sûr que c'est un séreux. D'accord? Donc, vous voyez que c'est important de caractériser et parfois de ponctionner. Quand vous avez un doute, quand vous avez les microkystes, vous êtes sûr. Quand vous n'avez pas les microkystes, vous dites est-ce que je suis devant un séreux ou un mucineux? Il y a une troisième tumeur qui s'invite à la partie qui s'appelle les TIPMP. C'est une forme kystique. D'accord? Il y a une dilatation kystique du canal pancréatique principal ou parfois des canaux secondaires. D'accord? Et la caractéristique, c'est qu'il y a toujours une communication avec le canal pancréatique. Le cystadénome, il n'y a pas de communication. D'accord? Le mucineux, il n'y a pas. Pour les TIPMP, il y a une communication, et ça aussi, on le voit sur l'échoendoscopie. Regardez. Alors, les caractéristiques, alors ça peut être déclenché par une pancréatite aiguë, par des douleurs abdominales, par un ictère obstructif. Et là, quand vous avez l'ictère, toujours se méfier de la dégénérescence, et parfois c'est découvert de façon fortuite. D'accord? Alors regardez ici, vous voyez ici qu'il y a, je ne sais pas si vous voyez, le canal pancréatique. Alors regardez. Alors, est-ce que tu faut le... Alors regardez ici, ici, vous avez ici la communication. D'accord? Et donc ça, c'est un TIPMP. D'accord? On ponctionne et... Alors, TIPMP, comme il est en communication avec le canal pancréatique et ça sécrète de la mucine, quand on va par duodénoscope au niveau du duodénum, on voit ce qu'on appelle
l'aspect de bouche de poisson. C'est ouvert, d'accord? Parce qu'il y a de la mucine qui va forcer cette papille. Vous allez avoir cet aspect-là quand vous avez ça. J'en ai vu 2 ou 3 dans ma vie d'endoscopiste. Vous êtes sûr qu'il y a de la mucine qui vient du canal pancréatique principal. D'accord? Et pour faire très très simple, quand vous avez une lésion kystique, vous avez un antécédent de pancréatite, c'est très probablement un faux kyste. Ça, c'est pour faire très catégorique, de façon schématique. Mais on peut avoir un kyste qui a déclenché un faux kyste et une pancréatite. Soit vous avez des lésions microkystiques, et c'est un cystadénome séreux, soit c'est un macrokyste. Il a une communication avec le canal pancréatique. C'est une TIPMP. Il n'a pas de communication. C'est un mucineux. Mucineux. C'est un cystadénome mucineux. Et puis, on ponctionne, et la ponction, vous n'avez pas besoin de retenir les chiffres, mais on va faire le dosage essentiellement de la CE, du CA19,9, de la lipase, et en fonction de ces dosages, on va dire que c'est un séreux, c'est un mucineux. D'accord? Et donc, vous voyez qu'il est très important de caractériser à chaque fois, vous ne dites pas, vous avez un kyste, le scanner, il est rassurant, rentrez chez vous. Donc ça, c'est un message. Oui, madame. Flux liquide. Flux liquide. Bon, en gros, on va tenir en compte essentiellement de la lipase, mais pour voir est-ce qu'ils sont concordants ou pas. D'accord? Le sang, ce n'est pas très intéressant. Franchement, c'est pas... Non. Deuxième cas. Donc maintenant, message, quand vous avez quelqu'un qui a une douleur épigastrique, il y a un index de suspicion clinique. S'il a des antécédents familiaux, si il y a une prise d'alcool, il faut absolument vérifier le pancréas. C'est un réflexe, d'accord? Mais ce n'est pas l'examen complémentaire qu'on va demander au départ, c'est le scanner. Non, on reste sur la dyspepsie au départ, on cherche l'HP, on traite, mais s'il y a persistance des douleurs ou s'il a des signes rouges, il faudrait à ce moment-là vérifier par un scanner. Alors, deuxième cas, est-ce que vous avez des questions concernant le premier cas? Est-ce qu'on peut traiter l'HP uniquement sur le test, sur la sérologie? Sérologie. Alors, si vous avez une dyspepsie sans aucun signe de gravité, d'accord? Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a une dyspepsie, il a 30 ans, il n'a pas d'anémie, il n'a pas de dysphagie, il n'y a pas d'antécédents familiaux. Oui, on peut le faire, d'accord? Mais il faut vérifier, ça veut dire qu'on fait le test intrite. Le test intrite, vous faites soit un test respiratoire, soit une recherche d'antigènes dans les selles. Pas la sérologie, parce qu'il y a des faux positifs, d'accord? Donc, on est autorisé à le faire, d'accord? Mais pas chez quelqu'un qui a 60 ans. D'accord? Donc, il faudrait toujours voir, est-ce qu'on est... Le chapitre au départ, c'est une dyspepsie non investiguée. D'accord? On peut faire le test respiratoire et traiter si on n'a pas aucun facteur de gravité, ou l'âge, l'amaigrissement, tout ce qu'il y a. D'accord? Deuxième cas, on va au deuxième cas? Très bien. Alors, c'est une jeune. Ça, c'est un cas qu'on a vécu au service. 18 ans, étudiante. Suivi en pneumo pour une masse médiastino-pulmonaire. Il y a eu une cellule avant qu'elle soit hospitalisée en pneumo, d'accord? Il y avait des polyadénopathies abdominales. Ils ont fait la paro, biopsie XRS de quelques ganglions négatifs, il n'y a pas de diagnostic. Et elle vient, elle part en pneumo, elle fait l'ictère, on la transfère. Un ictère d'installation progressive, avec urine foncée, sel décoloré, dans un contexte d'altération majeure de l'état général. Elle a perdu 10 kg en 15 jours. L'examen clinique, c'est une fille qui est fatiguée, elle a un PSA 1, IMC à 19, ictère cutano-muqueux généralisé, examen abdominal sans particularité, air ganglionnaire libre. Donc je pense que tout le monde va demander écho. Une écho. On va aller. On fait toujours les choses dans l'ordre. Échographie et alors 2 choses. Échographie, bilan hépatique, tout le temps. D'accord? Alors, elle a une bilirubine totale qui est élevée, après dominance conjuguée, une cytolyse importante, un TPA 65 à l'échographie. Il y a des lésions nodulaires hypoéchogènes hétérogènes bien limitées au niveau du pancréas, de la tête du pancréas, d'accord? Dans la portion céphalique. Ça mesure, il y a plusieurs nodules, vous allez voir sur le scanner, 19 mm, dans l'isthme de 12 mm. Il y a une rate qui est globuleuse, mais il y a aussi quelques nodules au niveau de la rate. C'est un très bon réflexe, madame. C'est un lymphome boultier. Excellent.
Et sur le scanner, il y a des multiples masses pancréatiques localement avancées. Ils disent que c'est, alors on dit que localement avancé, c'est qu'ils se sont, ils ont dit que c'est plutôt un adénocarde associé à des masses spléniques, des masses latéro-utérines. Nous, on n'a pas cru à ça. On pensait plutôt à une tuberculose ou un lymphome. Sérologie HIV était négative. Et donc, qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? La dame, elle a un ictère cholestatique. Elle vient d'être opérée. On ne va pas la réopérer. Elle a un ictère cholestatique avec une voie biliaire qui est complètement fermée parce qu'il y a une dilatation des voies biliaires. Regardez, la voie biliaire elle fait 18 mm. Il y a un ictère cholestatique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et la masse médiastinale, c'était quoi? Elle a fait le... D'abord, il y a une urgence. Il y a un ictère obstructif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dérivation. Par quelle méthode? Non. Ça, c'est dérivation par écondo, c'est la deuxième ligne. Si on n'arrive pas à le faire par... Oula, par célioscopie, non. Par l'endoscopie. Par l'endoscopie, c'est une dame qui est altérée, qui a un BMI à 19. Donc, il faudrait le faire avec le... Elle vient d'être opérée il y a 4 semaines, donc on le fait par voie endoscopique. D'accord? Il y a moins de mortalité. Et regardez ce qu'on a trouvé. Alors, ça, c'est le scanner. D'accord? Vous avez la masse du pancréas, vous avez des nodules au niveau de la rate. Et regardez ce qu'on a fait. Ça, c'est, je l'ai fait moi-même. Donc, ça, c'est la voie biliaire. Regardez la voie biliaire. C'est ce qui devrait être opacifié là. Il n'y a plus de voie biliaire. Donc, elle est complètement ratatinée infiltrée par ce qui est, on va voir ce que c'est, mais qui est à l'intérieur du pancréas. Donc, ça a vraiment bloqué toute la voie biliaire. Il y a une grosse dilatation en amont. Donc, ça, c'est notre fil guide. Ça, c'est le latéroscope. D'accord? Il y avait une compression aussi de D3. D'accord? On a mis un stent. D'accord? Et 2 jours après, en fait, la bilirubine a chuté de 85 à 35. Donc, dès qu'on met un stent à l'intérieur, ça dérive, c'est rapide, il n'y a pas de problème. Et il faudrait voir ce qui se passe. Donc, on a fait l'échoendoscopie. On n'a pas pu avoir les 2 gestes en même temps parce que la patiente était vraiment très altérée. Question. La dérivation oui. avec le tuyau, il est mis dans le duodénum et l'autre bout fit. Qalb la voie biliaire. Donc, regardez. Ce que vous mettez ici, là, le stent, il est là. Le bout proximal, il est là. Et le bout distal, il est dans le duodénum. Et donc, il court-circuite la compression. D'accord? Donc, la bile, quand ça va le duodénum. Et donc, en fait, c'est la même chose. Ce que font les chirurgiens, c'est qu'ils mettent de l'intestin ici, donc pour dériver. D'accord? Donc, en fait, tu mets le stent. En fait, il faut que tu calcules la longueur de la partie qui est sténosée. On a une belle façon de le faire. On calcule par les vertèbres. D'accord? Chaque vertèbre fait 2,5 cm. Donc là, la sténose, elle fait 6 cm. Donc j'ai posé un stent de 8 cm, 10 franges, et on a drainé la voie biliaire. D'accord? Donc très simple. Donc on a géré l'urgence de l'ictère cholestatique. Maintenant, il reste le problème diagnostique. Et là, on a fait l'échoendoscopie avec biopsie. Donc on a trouvé 2 lésions au niveau de la tête du pancréas. Là ça c'est un cas typique. On savait que ce n'était pas une tumeur de la tête du pancréas. Mais imaginez, c'était quelqu'un de 50 ans, de 60 ans. Vous aurez dit, le problème, c'est quoi? Si vous ne faites pas de biopsie, vous allez faire une DPC et vous allez vous rendre compte que c'est un lymphome. Le lymphome, il est chimiosensible. Imaginez qu'il y a un décès. D'accord? Donc maintenant, il est obligatoire d'avoir une preuve histologique avant d'adresser le patient en chirurgie. Il y a des chirurgiens qui continuent à opérer sans. Mais dans les recommandations, si ce n'est pas vraiment typique, il faut absolument, vous allez voir les indications de la biopsie. Donc, on voit 2 lésions au niveau du pancréas. Regardez ici, ça c'est la lésion au niveau du pancréas. Ça c'est mon aiguille, d'accord? On ponctionne, c'est un lymphome de phénotype B, d'allure agressive. On a fait le complément. Et donc c'était une localisation pancréatique d'un lymphome B agressif, d'accord? Donc, bien sûr, chimiothérapie, on l'a adressé en hémato, elle va bien. D'accord, elle va bien. Voilà. Et donc, ça revient à la discussion, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une masse solide? Là, c'est les masses kystiques, ça, c'est les masses solides. Et donc, l'échoendoscopie, quand on pense que c'est une tumeur, elle permet de visualiser les petites tumeurs, parfois qu'on ne voit pas à l'IRM. Petites tumeurs, ça m'est arrivé de tomber sur des tumeurs de 1,5 cm, mais qui sont sur le trajet de la voie biliaire. Et en IRM, on vous dit qu'il y a une dilatation et on ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Et donc, quand vous suivez, vous, la voie biliaire, vous tombez sur la lésion, parce que vous avez la dilatation juste en amont de la lésion. Parce que nous, on a la possibilité, c'est un geste qui est
dynamique. On suit la voie biliaire et on voit là où elle s'arrête. D'accord? Les tumeurs du petit pancréas, là aussi c'est difficile pour les radiologues de voir ça. L'infiltration cœliaque, les dilatations isolées du canal de Wilson. J'ai fait par exemple, c'est un confrère, c'est une petite lésion. Au départ, on a vu sur le scanner qu'une dilatation du canal pancréatique. Sur le scanner, on disait, il y a une dilatation du canal pancréatique qui fait 4 mm. On fait l'échoendoscopie et on trouve, parce que là, on suit encore le canal pancréatique, on trouve une petite lésion qui faisait 10 mm, d'accord? Et c'est des lésions qui ne parlent pas, c'est juste la douleur, d'accord? Mais lui, il avait 50 ans, il fumait, ou il a 52 ans, il fumait, donc on s'est dit, on m'a parlé que c'est de... Je lui ai dit, fais un scanner. Bon, il a survécu à ça 3 ou 4 ans. Alors voilà, donc, et puis l'échoendoscopie, c'est un excellent examen pour le dépistage. Et je vous ai dit, avant on disait que le pancréas est un organe profond, il n'y a pas de dépistage. Maintenant, dans les recommandations récentes, si vous avez des apparentés qui ont un cancer du pancréas, là c'est un réflexe que je vous demande d'adopter. Si vous avez dans les antécédents quelqu'un qui a un cancer du pancréas qui fait des douleurs épigastriques, doublez de vigilance. D'accord? Alors les indications de l'échoendoscopie, ça c'est le Thésaurus national de cancérologie digestive français, forte suspicion d'ADK, une masse pancréatique de nature incertaine, la nécessité d'obtenir une confirmation anapathe, c'est-à-dire que vous voulez faire une chimio, d'accord? Il faudrait avoir l'anapathe, d'accord? Vous avez imaginé un adénocarcinome localement avancé, vous voulez faire de la chimiothérapie, donc il faudrait avoir de l'anapathe. Alors, les prélèvements, regardez les indications. Alors là, c'est une longue liste. Donc, c'est les cancers localement avancés. Alors, à chaque fois que vous avez la possibilité de faire une biopsie fleu-foie, faites fleu-foie. C'est moins compliqué, ça coûte moins cher. Ça veut dire que vous avez une métastase au niveau du foie, faites la biopsie au niveau du foie. On ne fait pas au niveau du pancréas. C'est plus accessible, c'est moins cher. Justement, la question, la dame qui avait la masse médiastinopulmonaire, est-ce que c'est mieux de faire la biopsie de la masse médiastinopulmonaire ou faire l'endoscopie? Elle était chez moi, je l'ai drainée, j'ai vu la masse, donc, et en plus, ça allait prendre beaucoup de temps, donc j'ai eu le diagnostic rapidement. Exactement, il fallait faire une médiastinoscopie. Hein. D'accord? Ce n'est pas une broncho. D'accord? Voilà, donc, et regardez ici les indications des prélèvements. Vous avez les tumeurs kystiques du pancréas avec des signes de dégénérescence, comme l'autre, où on a un épaississement, on a un nodule, les masses pancréatiques solides de découverte fortuite, parce que ce n'est pas toujours. Alors, dans des centres de référence où on opérait des malades sans faire d'échoendoscopie, au départ, il y a 10% de faux diagnostics. Et il y a quelque chose qui s'appelle la pancréatite auto-immune, dans sa forme pseudo-tumorale, qui ressemble point par point aux tumeurs. Et ça disparaît juste avec 20 mg de corticoïdes. D'accord? Donc parfois, il faudrait la suspecter, mais c'est ce qu'on appelle la maladie, moi je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la maladie AIgG4. Ça peut donner des formes de pancréatite pseudo-tumorale. D'accord? Voilà, troisième cas, Madame Dahou? 11 minutes. D'accord, très bien. Donc, on a le temps de faire le troisième. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le deuxième cas? Donc, le réflexe, même si au scanner, on vous dit que c'est une tumeur solide, là, c'est un cas qui est caricatural parce que c'est une jeune, il y a d'autres lésions au niveau du pancréas. On était parti sur une tuberculose ou un lymphome dès le départ. D'accord? Mais quand vous avez une masse au niveau de la tête du pancréas, résistez à la tentation de dire que c'est un adénocarpe parce que vous pouvez tomber sur un lymphome. Le lymphome, il est chimiosensible, d'accord? Vous pouvez avoir une pancréatite auto-immune. Vous pouvez avoir des pancréatites chroniques avec des noyaux, d'accord? Qui peuvent ressembler à des tumeurs. Donc, il faudrait avoir une imagerie, parfois une échoendoscopie et une biopsie pour confirmer. D'accord? Alors, troisième cas, et ça, c'est un cas très important pour vous. Alors, c'est une dame de 63 ans, femme au foyer. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que fait la diarrhée avec le pancréas? D'accord. Alors, elle a une diarrhée qui remonte à 8 mois, de diarrhée à raison de 10 selles par jour, sans sang ni glaire, associée à des douleurs épigastriques, sans hémorragie digestive, sans ictère, sans vomissement, le tout évoluant dans un contexte d'altération de l'état général, donc elle est vraiment altérée. Elle a perdu du poids, mais de façon non chiffrée, et elle a de l'asthénie, d'accord?
PSA2, elle est stable. Examen abdominal, il n'y a pas grand-chose. Toucher rectal, pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Diarrhée, chronique. Il n'est pas diabétique. Non, il n'est pas diabétique. Un bilan sanguin déjà. D'accord. Et coloscopie médical. Une coloscopie. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée qu'est-ce que ça peut être? Non. Maladie cœliaque, مزيان. Ça on peut. Hein? Non. Un Crohn, non. Non. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Excellent. Donc c'est une pancréatite chronique avec de l'insuffisance pancréatique, on n'y pense jamais. D'accord? Et c'est une... Alors, je n'ai la caractéristique qui devrait vous alerter devant une diarrhée chronique. La diarrhée chronique par insuffisance pancréatique, elle a une caractéristique. Exactement. Le malade vous dit qu'il y a, c'est huileux, c'est graisseux. D'accord? Et donc, quand il vous dit ça, regardez, c'est une diarrhée qui est graisseuse, huileuse. D'accord? Et en fait, c'est parce qu'il n'y a plus de lipase. D'accord? Et donc, il faudrait penser à cette pancréatite chronique comme, il faudrait y penser comme diagnostic de deuxième intention. Bien évidemment, en première intention, tout ce que vous avez dit est correct. Vous avez le cancer, vous avez les maladies inflammatoires, vous avez la maladie cœliaque. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Donc, on a fait un bilan de malabsorption. En fait, dans la pancréatite chronique, ce n'est pas une malabsorption, c'est une maldigestion. C'est une maldigestion, parce que malabsorption, c'est un problème de villosité. La maldigestion, c'est quand vous avez soit pas d'acide biliaire, soit pas de lipase. D'accord? Pas d'extrait pancréatique. D'accord? Donc, elle a une anémie, elle a une glycémie qui est correcte, elle a une albumine qui est basse. D'accord? Alors, elle a une TSH qui est normale, on a fait la sérologie HIV qui est négative, on a fait la calprotectine fécale pour voir est-ce que c'est une maladie inflammatoire, c'est négatif. De toutes les façons, on a fait la colono et les anticorps antitransglutaminase étaient négatifs. D'accord? Donc, ce n'est pas une maladie cœliaque. On a fait la colo, on a tout vu, on a cathétérisé la dernière anse, il n'y a rien. Fibroscopie, pas grand-chose. D'accord? Donc, quand vous avez tout ça et vous avez une diarrhée chronique avec douleur épigastrique, avec amaigrissement, demandez quelque chose. Alors, je n'ai il y a de la chose pour lipase. Non. 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 L'étude des selles, l'examen des selles. عندكم ايه جبدوه ما تجبداتش l'élastase fécale. D'accord? Alors, quand vous avez quelqu'un qui a une diarrhée avec de la malabsorption, il n'y a pas de maladie cœliaque, dites-vous, est-ce que le pancréas n'est pas malade? Surtout s'il a un ami. Et surtout, mon ami a mis le point sur un élément majeur, c'est quand quelqu'un a un diabète. D'accord? Parce que quand vous avez une pancréatite chronique, il y a une insuffisance endocrine, une insuffisance exocrine. D'accord? Même un diabétique qui commence à maigrir, qui fait de la diarrhée, pensez à de l'insuffisance pancréatique. Parfois, le diabète est la conséquence de la pancréatite chronique. Et la stase fécale. Ce n'est pas ça qui va faire le diagnostic. D'accord? Si vous faites la lipase, elle est un peu... Alors, la lipase, c'est très bien quand vous avez une lipase qui est un peu anormale, ça vous alerte sur une pathologie pancréatique. Mais la sensibilité de la lipase, ça veut dire si elle est normale, elle n'élimine rien. Si elle est donc la sensibilité de l'homme, elle est mauvaise. Ça veut dire si elle est positive, vous allez vous dire, je vais aller voir le pancréas, je vais demander un scanner. Mais s'il est négatif, ça ne veut rien dire. Il faudrait faire l'élastase. Donc l'élastase est une obligation. D'accord? Et là, vous avez, sur le pancréas, vous avez... Alors, la pancréatite chronique, c'est la cirrhose et le pancréas. Donc, c'est la même chose. Donc, vous avez le foie, quand il est cirrhotique, il devient atrophique. Le pancréas, il devient atrophique. Alors, quand il est atrophique, il y a le canal pancréatique qui devient dilaté. Et donc, ce qu'on va voir au départ, c'est des anomalies parenchymateuses et c'est des anomalies canalaires. Vous avez une dilatation du canal pancréatique et vous allez avoir des calculs au niveau du canal pancréatique. Donc, au départ, vous avez juste des anomalies parenchymateuses, mais plus vous évoluez, vous allez avoir des lithiases. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que le malade, à chaque fois qu'il va grossir sa lithiase, il va faire des poussées de pancréatite. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a mal. Et donc, au départ, il
faudrait poser la question, est-ce qu'il y a un long passé de douleur abdominale? Souvent, on le met sur le compte du fameux syndrome de l'intestin irritable. Vous dites, tout le temps, j'avais mal. Mais en fait, ce n'était pas des douleurs du syndrome de l'intestin irritable, c'était des douleurs de pancréatite chronique. Et c'est au moment où vous avez le diabète, l'insuffisance pancréatique, que vous allez vous rendre compte que ce n'était pas un syndrome de l'intestin irritable, ça c'est un diagnostic différentiel exceptionnel du syndrome de l'intestin irritable, parce que vous pouvez avoir des douleurs, mais parfois de la diarrhée au départ. Au départ, la diarrhée n'est pas huileuse, c'est au moment où vous avez de l'insuffisance pancréatique qui est installée. La pancréatite est auto-immune. Alors, on a comme les étiologies. Il y a l'auto-immune, il y a l'héréditaire, il y a plusieurs formes. Alcoolique, bien sûr, l'alcoolique, il y a la première. Tous les laboratoires qui diront. D'accord. Alors, il fait dans les 400 dirhams, les 500 dirhams, en fonction du labo. C'est pas. Alors, si vous le faites, alors gardez toujours en tête quand vous avez une diarrhée chronique avec de la malabsorption ou de la maldigestion, maladie cœliaque, s'il n'y a pas de maladie cœliaque, surtout chez un diabétique, parce qu'il y a l'association diabète-maladie cœliaque, si ça vous ne trouvez pas, il maigrit, il a fait la fibro, il fait la colo, pensez à l'insuffisance pancréatique chronique, d'accord, à la pancréatite chronique et sa complication, parce que le pancréatite chronique au départ, il n'y a pas d'insuffisance pancréatique. C'est en évoluant, en s'atrophiant, le pancréas, il donne en fait du diabète, parce qu'il y a de l'insuffisance pancréatique exocrine, et il donne... Voilà, exactement. Mais c'est positif. En fait, si elle est basse, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécrétion d'élastase, et donc le pancréas est déficient. Et même quand vous donnez, parce que c'est le traitement actuellement au Maroc, d'accord? C'est le crayon, d'accord? Ça existe. Et en fait, même si vous donnez le traitement, vous dosez votre élastase, elle reste basse. Parce que ce que vous dosez, c'est votre élastase, pas l'élastase animale qu'on donne. Naturel. D'accord? Donc, on a vu un calibre. Alors, sur l'IRM pancréatique, on n'était pas sûr. Hein. Il y avait le pancréas qui était normal. Moi, je me suis dit, du moment qu'il y a élastase fécale qui est basse, je fais mon écho-endoscopie. Donc, je fais mon écho-endoscopie et c'était une pancréatite débutante. Ça veut dire qu'il n'y avait pas, parce que ce qu'on peut voir facilement à l'IRM, c'est quand vous avez un canal pancréatique qui est très dilaté. Regardez ici. Regardez. Vous avez le pancréas, d'accord, sur l'IRM, et vous avez ce canal pancréatique qui est dilaté. D'accord? Alors, c'est une pancréatite auto-immune parce que c'est ce qu'on appelle un pancréas en saucisse. D'accord? Regardez, il est boudiné, et vous avez ce canal pancréatique qui est très dilaté. C'est la fin d'hier. D'accord? Donc, on fait l'écho-endoscopie, on voit qu'il y a des anomalies, d'accord? Qu'il y a des anomalies parenchymateuses, et le canal pancréatique, sur une toute petite portion, il est dilaté. Il fait 5,5 mm. On tolère jusqu'à 3 mm au niveau de la tête et 2 mm sur la queue. D'accord? Et il n'y avait pas autre chose. Chose qui m'a orienté un peu, c'est la présence de plusieurs adénopathies. Et ça, c'est un élément en faveur de la pancréatite auto-immune. D'accord? On l'a mis sous corticoïde, elle va bien. Alors, je ne l'ai pas biopsié parce que quand on biopsie, ça fait des pancréatites. D'accord? Il y a ceux qui biopsient pour avoir le diagnostic de pancréatite chronique auto-immune et ceux qui ne le font pas. Moi, je ne l'ai pas fait et j'ai décidé de traiter par corticoïde. Alors, c'est quoi la pancréatite chronique? Il fait chaud dans cette salle ou... Oui. Ouais. Alors, c'est une inflammation chronique et je vous ai dit c'est l'équivalent de la cirrhose du pancréas. D'accord? Alors, épidémiologiquement, c'est une pathologie extrêmement rare. D'accord? C'est pour ça qu'on n'y pense pas, qu'on ne cherche pas. Et souvent, il faut garder en tête que la pancréatite chronique fait le lit du cancer du pancréas. Donc, souvent, parfois, quand on a un cancer du pancréas, quand on fait l'échoendoscopie, on trouve une queue du pancréas qui est très atrophique. Ça veut dire qu'il y avait un long passé de pancréatite chronique et c'est ça qui a dégénéré. D'accord? Donc, incidence très rare, regardez, 4 sur 100 000 habitants, prévalence 13 sur 100 000 habitants, âge moyen 40 à 50 ans, mais il faut toujours chercher la notion d'alcoolisme. D'accord? L'alcool, c'est 80% des cas. D'accord? Le tabac augmente le risque d'avoir une pancréatite chronique. Il y a les formes auto-immunes, c'est extrêmement rare. D'accord? Il y a l'hyperparathyroïdie qui peut donner ça. Il y a certaines... Alors, si vous partez en Asie, la forme aussi qui est très fréquente, c'est les formes héréditaires avec des mutations de gènes. C'est les gènes SPINK. Alors, je viens d'avoir une enfant de 15 ans avec une pancréatite héréditaire.
chronique héréditaire. À 15 ans, tu as déjà. Et puis, tu as les obstructions canalaires. À chaque fois que vous avez une petite lésion sur le canal pancréatique, ben, il va faire des poussées de pancréatite. Et en fait, c'est une pancréatite obstructive, chronique obstructive. Imaginez un ampulum, d'accord, qui va s'ouvrir et se fermer. Et au long terme, c'est juste un ampulum qui est bénin. Et à long terme, il va donner une pancréatite chronique. D'accord? Alors, pour la pancréatite chronique, c'est essentiellement la douleur sur des années. D'accord? Et c'est après qu'il y a l'insuffisance pancréatique exocrine, endocrine, l'amaigrissement, la stéatorée et les complications. Alors, je vous ai dit qu'il y a de la fibrose au niveau du pancréas. Donc, parfois, ça prend la voie biliaire principale et ça donne une sténose biliaire. Ce n'est pas un cancer, mais c'est juste la pancréatite chronique. Là, c'est la difficulté de voir est-ce que c'est une pancréatite chronique sans cancer ou avec un cancer. Et c'est là où vous avez besoin d'une échoendoscopie avec une biopsie. D'accord? Et puis, sur le bilan biologique, pour voir l'étiologie, le diagnostic d'une pancréatite chronique, c'est déjà très bien. Après, on aura à faire le bilan spécifique pour savoir est-ce qu'on est dans le métabolique, est-ce qu'on est dans l'auto-immun, est-ce qu'on est dans l'alcoolique, et pour voir tout ça. Alors, l'imagerie sur le scanner, c'est l'examen de première intention. Quand vous avez une grosse dilatation, vous le voyez, d'accord? Et en fait, l'échoendoscopie, ça vous permet, je l'ai expliqué, vous avez des anomalies parenchymateuses et vous avez des anomalies canalaires. Donc, vous avez des dilatations canalaires, vous avez une irrégularité des calculs canalaires et vous avez des calculs au niveau du canal pancréatique. Alors, quand j'étais en Asie, j'ai enlevé plus de calculs du pancréas que de la voie biliaire principale. Parce que c'est très fréquent, la pancréatite chronique, en Asie. En Malaisie, Japon, Inde, c'est très fréquent, on ne sait pas, c'est héréditaire. On ne sait pas, mais c'est très, 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 très fréquent. C'est là où d'où je connais cette pathologie. En fait, c'est très fréquent, les pancréatites chroniques. D'ailleurs, les patrons, c'est les hindous et les japonais. D'accord? Et puis, vous avez des critères, ce qu'on appelle les critères de Rosemont. Oubliez ça, c'est des critères écho-endoscopiques pour retenir le diagnostic d'une pancréatite chronique. Et vous voyez qu'à partir d'une diarrhée, vous pouvez tomber sur une grosse pathologie pancréatique. Donc, il faudrait juste y penser. Je pense que c'était ma dernière diapositive. Voilà.